Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts, votre résumé de tout ce qu'il faut savoir à Bruxelles pour être au courant de tout ce qui s'est passé cette semaine. Avec nous, Nicolas Nézy pour le journal Métro, bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Candice Vanek pour l'hebdomadaire Marianne, bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Karim Fadoul pour le quotidien La Capitale. Bonjour Fabrice et bonjour à tous. Pour la radio, nous avons Philippe Carlot pour Vivacité. Bonjour à tous, bonjour Fabrice. Et Marc Debonne représentera la rédaction de Télé Bruxelles. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents. Nous parlerons au cours de cette émission de Damien Thierry, de Pascal Peretta, de Facebook et de Stromae notamment. Mais on va commencer avec le débat européen et la grande manifestation qui a bloqué Bruxelles en partie, en matinée. C'était jeudi. Reportage de Marine Hubert et Thierry Duboquet. Midi 30, les manifestants des différents barrages sont rassemblés rue Béliard. Direction le cinquantenaire. Ils viennent d'horizons différents, mais partagent la même peur, celle de l'austérité. Les femmes monoparentales, en plus qui sont d'origine étrangère et migrantes, sont d'autant plus discriminées et touchées par les mesures d'austérité. Chômeurs, travailleurs, paysans, petits indépendants, artistes, un tout un système dans lequel l'Europe protège les banquiers et le multinational. Au centre des craintes également, le TSCG, le traité de libre-échange négocié entre l'Europe et les États-Unis, est voté demain au Parlement bruxellois et wallon. C'est un traité qui garantit que les entreprises et les banques vont toujours gagner de l'argent et qui fait que nos services publics, les crèches, les écoles, les soins de santé sont toujours moins financés. Quand on dit voilà, ça va créer de la croissance, ça va créer de l'emploi, oui, ça va créer peut-être des nouveaux emplois, mais il y a énormément d'emplois qui vont peut-être être perdus. Et la croissance, mais la croissance de quoi? On n'a peut-être plus besoin vraiment de croissance économique, on a peut-être besoin d'une croissance de bien-être. Voilà. Plus de 2000 personnes ont participé à cette première alliance contre les politiques d'austérité. Les organisateurs parlent d'un succès. On peut dire pour nous c'est une très très grande réussite et j'espère que l'Europe comprend qu'ils ne feront pas sans les citoyens de Belgique non plus. Il y a 6 mois on était nulle part avec cette alliance et maintenant on est tout ça. Eh bien merci à tout le monde d'être venu et que ça dure longtemps. Demain, un nouveau rassemblement est prévu à 11h devant le Parlement bruxellois. Alors ça c'était jeudi, est-ce qu'on peut dire que cette manifestation est un succès, Candice? Mais plutôt, oui, s'il y a bien une manifestation légitime en ce moment, je crois que c'est celle-ci, parce que voilà, vu les enjeux qui sont en cause et ce que ce traité budgétaire européen risque d'amener en termes de mesures d'austérité, c'est quand même c'est assez dramatique ce qui risque de se profiler parce qu'on voit très bien ce que ça a donné dans d'autres États européens comme la Grèce, le Portugal. On a fait vraiment des coupes très très sévères dans Donc l'enjeu c'est la ratification de ce traité budgétaire européen qui impose aux États d'avoir une sagesse budgétaire. Exactement, qui était au menu hier. Donc voilà, si je ne me trompe pas, on était le dernier pays pour lesquels il y avait des entités qui devaient ratifier ce traité. Et donc voilà. Donc, Et la ratification, c'est pas très bien passé. En tout cas, c'est pas passé dans le calme au Parlement bruxellois. Marc Debonne. Moi, je serais peut-être un petit peu plus mesuré sur l'appréciation de la réussite de cette manifestation, parce que 2000 manifestants, ça me semble pas être extraordinaire. On va y revenir dans un instant d'ailleurs sur ce chiffre. Et compte tenu des enjeux, j'ai l'impression que c'est une réussite en demi-teinte en tout cas. C'est une manifestation qui manquait peut-être de vraie dynamique européenne. Justement, il y avait beaucoup de Belges à cette manifestation. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des syndicats de travailleurs, des représentants du monde agricole et des mouvements altermondialistes. Il ne faut pas oublier qu'en plus du traité budgétaire, c'est aussi le traité commercial, le transatlantique, qui était visé également, notamment par les agriculteurs. Moi, ce que je voudrais dire aussi par rapport à cette manifestation, c'est qu'on voit aussi qu'au niveau du dialogue social européen, on voit que l'Europe a du mal à gérer la manifestation, parce qu'elle cause des problèmes à Bruxelles, mais c'est à destination de l'Europe, et ils n'ont pas été reçus, il n'y a pas eu de rencontre, et on voit ils n'ont pas bloqué les chefs d'État, alors que c'était l'intention de départ. Hein. Oui. C'est un peu une manif rituelle, pour moi c'est une manif qui est totalement inutile. D'abord 2000 personnes, c'est la fourchette haute, admettons même que ce soit le bon chiffre, c'est quand même très peu pour une mobilisation de cette importance-là, puisqu'on manifeste contre un traité qu'on dénonce par ailleurs comme étant presque démoniaque. Quand on n'est pas capable d'avoir un rapport de force suffisant pour faire plier le politique, qu'est-ce qu'on fait? On bloque quelques carrefours et on met la pagaille dans toute la ville. Mais quand on fait quelque chose d'aussi... Quand on fait quelque chose... qu'on réussisse à bloquer autant de carrefours. Sans doute, mais quand on fait quelque chose d'aussi pénalisant pour l'ensemble de la collectivité, je pense qu'on est au moins... On doit être en mesure d'obtenir un résultat. Alors, le résultat obtenu, c'est 0.
Donc pour moi, c'est une manif totalement inutile, c'est un rituel. C'est pas le bien fondé de la manifestation qu'on remet en cause, ni le fond du message. C'est plutôt, effectivement, ces blocages assez inédits, parce que pour la première fois, on avait des blocages à plusieurs endroits de Bruxelles, et pas uniquement autour du quartier européen, mais en plusieurs endroits de Bruxelles, dans le centre-ville. Et puis, surtout, c'est que pour les Bruxellois que nous sommes, ce qui est un peu énervant, c'est d'avoir en permanence sur Bruxelles les manifestations monstres qui bloquent la circulation, qui dérangent, qui pénalisent tous les autres travailleurs. On a eu les taximans il y a quelques jours, on a eu les pompiers il y a quelques jours, et donc ça fait beaucoup, et c'est pas étonnant d'ailleurs que maintenant le politique se saisit de cette question. Yvan Mailleur, vendredi matin, expliquait très bien dans la capitale, il dit « Je n'en peux plus de ces manifestations qui bloquent tout, et donc désormais je vais être beaucoup plus attentif et beaucoup plus sélectif au type de manifestation, de demande de manifestation qu'on dépose sur mon bureau. » D'autant que ce n'est pas des manifestations monstres. Les manifestations monstres, c'est 30, 40, 50, 100 000 personnes. Ici, on parle de 2000, que ce soit avec les taxis, que ce soit avec les pompiers, c'est toujours... Ce sont les effets des blocages. Voilà. Et donc, ça veut dire que ce sont des manifestations, voire des blocages qui sont négociés, puisque acceptés par la police. Et qui sont paralysantes. Alors justement, vous dites 2000, on va écouter Christian de Koning, c'est le porte-parole de la police de Bruxelles, et lui, c'est pas 2000, le chiffre qu'il a annoncé, c'était jeudi soir dans le magazine M. Nous avons compté à peu près 700 manifestants. Donc sur l'ensemble, mais nous avons l'avantage de pouvoir les compter et nous n'avons aucun avantage à pouvoir dire qu'ils sont moins ou plus. Nous avons, je peux dire, 99% des manifestations qui se déroulent tout à fait normalement, il n'y a aucune heure, aucun incident, et seulement malheureusement il y a quand même un petit pourcent de manifestations. Parfois des provocations, où il y a des problèmes. Alors 700 manifestants d'après Christian de Koning, qui faisait également référence au petit débordement qui a eu lieu, il y a quand même eu 79 arrestations, donc 4 arrestations judiciaires, 700, même si l'enjeu est important, comme disait Vanek, ça veut dire que c'est quand même un très bon rapport qualité-prix, en tout cas un très bon rapport efficacité par rapport au nombre de manifestants. Là, en effet, c'est vrai que c'est le chiffre de la police, donc 700 pour la police, 2000 pour les organisateurs. Oui, c'est même un peu regrettable, vu les enjeux. Enfin, là, je m'oppose un peu à mes autres collègues, qui je comprends parfaitement. C'est vrai qu'à Bruxelles, on est un peu submergé du fait qu'on est la capitale de l'Europe et de la Belgique, mais voilà, ça a une autre dimension qu'une manifestation de taximen. Donc, voilà, petit regret pour ma part. On comprend aisément les manifestants, ils ne vont pas aller manifester en bois de la Cambre ou au fin fond d'Oucle, ils veulent toucher les lieux de pouvoir, passer devant, se faire entendre. Donc, voilà, c'est une manière, mais en fait, effectivement, quand on voit le bilan au final du nombre de participants, c'est un peu maigre. Il faut bien dire que ces manifestations sont acceptées. Donc, on a demandé à la ville, on fait une demande d'autorisation. Donc, ça a été accepté. Donc, quelque part, aujourd'hui, quand Yvan Mailleur fait sa sortie, clairement, c'est un changement de politique à la ville de Bruxelles. Il va falloir suivre ça. Manifester est légitime et doit évidemment le rester, que l'on soit 25 ou que l'on soit 300 000. Simplement, ici, c'est la disproportion entre les nuisances occasionnées et le nombre de manifestants mobilisés. Ça, je trouve que c'est effectivement pas normal. Alors, on va accueillir nos invités de cette semaine. Il s'agit de Ahmed Laouej et de Boris Diliès. Voilà, Ahmed Laouej, sénateur pour le Parti Socialiste, Boris Diliès, échevin à Uccle pour le mouvement réformateur. Tu vas peut-être commencer par une question pour que les présentations soient bien complètes, puisqu'on est au moment de faire les listes. Est-ce que je peux vous demander à l'un et à l'autre, ou est-ce que vous êtes candidat dans 5 mois maintenant ? Ahmed Laouej, allez-y. Ça reste une affaire de famille à ce stade, donc voilà. Donc on continuerait de vous présenter comme sénateur aujourd'hui ? Mais non, c'est-à-dire que fondamentalement, tout un chacun pour le moment fait valoir un peu ses souhaits, et puis alors on est un parti, comme le MR d'ailleurs, très organisé, et donc les choses se régleront au niveau des instances. Ouais, Boris Diliès ? Alors moi je serai candidat à la région. Mais je ne connais pas encore ma place. Voilà, vous avez fait acte de candidature. Absolument. Alors on va vous demander peut-être de réagir à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. D'abord ces manifestations dans Bruxelles, légitimes, pas légitimes, avec un effet normal ou un effet disproportionné. Peut-être Ahmed Laouej. D'abord, rappeler que le droit de manifester est un droit fondamental. Ça procède de la liberté d'expression. Et pour moi qui suis membre d'un parti dont les racines viennent de mouvements sociaux qui se sont d'abord manifestés par de l'expression dans la rue, c'est évidemment important de le rappeler. En même temps, je crois que tout est question d'équilibre. Je crois qu'il vaut mieux continuer à essayer de réguler des manifestations par des contacts suivis entre les organisateurs et les autorités, en particulier les services de police, plutôt que de se dire qu'on va comme ça, du jour au lendemain, empêcher
entraver le droit de manifester. Je crois que ça n'est pas bon. C'est un élément de la démocratie, mais il vaut mieux réguler les manifestations, il vaut mieux assurer un bon encadrement et veiller à garder de bons liens avec les organisateurs, plutôt que de se dire qu'on va comme ça du jour au lendemain essayer d'entraver ce droit fondamental de manifester. Mais en même temps, il y a les embarras de circulation et on doit pouvoir comprendre nos concitoyens, on doit pouvoir comprendre aussi tous ceux, je pense aux commerçants en particulier, pour qui ça pose vraiment de vraies difficultés. Boris Diliès. Oui, je dirais aussi que pour ma part, en tant que libéral, c'est certain que je considère que le droit de manifester est parfaitement légitime. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que dans Bruxelles, on peut manifester un peu tout le temps, un peu n'importe quand, et parfois pour n'importe quoi. Je ne fais pas allusion à la dernière manifestation, en l'occurrence, mais le fait d'avoir, si les chiffres sont confirmés, de l'ordre de 2 manifestations par jour, même pour la capitale de l'Europe, ça me semble beaucoup, ça me semble aussi difficile à gérer, notamment je me mets aussi à la place des forces de l'ordre dont ce n'est pas forcément la première mission, et aussi à la place des personnes qui doivent aller travailler, et donc parfois, notamment des manifestations de travailleurs empêchent d'autres travailleurs de travailler. Ça me semble tout à fait anormal, parce que finalement, si on se met à la place de quelqu'un qui doit traverser tous les jours le centre de Bruxelles, eh bien, ça veut dire que presque un quart sur l'année, il aura des problèmes de circulation liés aux manifestations. Donc, à mon avis, oui, c'est trop, ou en tout cas, c'est à revoir au niveau de l'organisation. On ne doit pas pouvoir non plus bloquer tout Bruxelles pour parfois, notamment, de petites manifestations. Sur le fond, ce traité budgétaire européen, est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce qu'il vous inquiète? Est-ce que vous le rejetez ou est-ce que vous l'applaudissez des deux mains? Boris Diliès. L'applaudir des deux mains, c'est peut-être un peu court. Maintenant, le rejeter, certainement pas, parce que je pense que le principe de sagesse budgétaire, il doit être appliqué, et le principe de précaution doit être appliqué. On a clairement intérêt à prendre des mesures avant d'être dans le gouffre, et je pense qu'il est sage d'appliquer ce principe. Donc il fallait le ratifier. Normal, oui. Ouais, Ahmed Laouej. Mais la situation est relativement simple. Nous devons avoir nos comptes à l'équilibre pour plusieurs raisons. D'abord, nous souffrons aujourd'hui d'un endettement public très important, ce qui implique une charge d'intérêt considérable. C'est plus de 12 milliards d'euros d'intérêts que nous devons assumer, supporter, autant d'argent qu'on ne peut pas affecter à des politiques économiques, sociales, de redistribution, d'infrastructures. Donc, mettre nos comptes à l'équilibre, c'est quelque chose de vertueux. Ce que beaucoup de gens ne disent pas dans ce débat, c'est que l'Europe vous demande en effet de mettre vos comptes à l'équilibre, de ne pas dépasser un déficit supérieur à 0,5% du PIB en solde structurel, ça veut dire corriger des faits conjoncturels parce que la croissance n'est pas là, etc. Donc c'est un vrai équilibre. Hein, c'est un véritable équilibre. D'un côté, on ne peut pas tenir compte des mesures one-shot, mais de l'autre, en même temps, l'Europe vous permet de corriger si vous êtes dans une conjoncture exceptionnellement négative. Donc 0,5%, on se rappellera qu'avant la crise financière, on était quasiment toujours à l'équilibre. Mais le faire, c'est évidemment bien gérer les dépenses publiques, mais rien ne vous empêche aussi de travailler par le biais des recettes fiscales. Et c'est ce que je dis d'ailleurs à mes amis, notamment de la FGTB, c'est de leur dire qu'on peut développer une politique fiscale plus juste en allant par exemple chercher des moyens sur la fraude fiscale, sur les revenus du capital. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement a fait sous cette législature, puisqu'on a pu aller rechercher 6 milliards d'euros sur les revenus du capital. Et donc le traité, on devait le ratifier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit faire pour remettre nos comptes à l'équilibre. Comment vous interprétez le fait que certains membres de la majorité n'aient pas voté pour, finalement, que ce soit au Parti Socialiste ou à Écolo? Oui, donc des majorités régionales. Hein. Voilà, disons que c'est leur liberté, moi je respecte cela. En même temps, je pense qu'on est un parti organisé et puis que le débat a lieu en interne. Et fondamentalement, je crois aussi qu'à partir du moment où une ligne a été arrêtée, on doit pouvoir s'y tenir. Il fait allusion à SFIA Barfa notamment. C'est ça, un parti politique. En même temps, SFIA, on la connaît et c'est quelqu'un de particulièrement engagé. Ses engagements ne datent pas d'aujourd'hui. On se rappellera que SFIA Bouarfa était victime du nolsisme. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de pouvoir montrer un brevet de progressisme. Son brevet de progressisme, depuis 2006. c'est quelqu'un qui aujourd'hui a décidé d'avoir une liberté de ton. Je le respecte, mais en même temps, il est vrai que le Parti Socialiste est un parti qui, en général, demande à ses membres de pouvoir s'en tenir à la ligne qui est fixée. Il ne sera pas sur les listes, quoi. Il faut lui demander. Alors, Candice Van Eyck. Donc voilà, vous dites que pour avoir une politique budgétaire vertueuse, on doit vraiment s'attacher à réduire donc ce déficit public et à respecter ce qu'il nous est maintenant imposé au niveau de l'Union européenne. Pourtant voilà, même le FMI a reconnu
que l'impact des mesures d'austérité sur l'économie était beaucoup plus négatif que ce qui avait été imaginé au début, et que la période ne se prête pas spécialement à être plus dans la rigueur budgétaire. Comment est-ce qu'on va faire pour faire des investissements vraiment conséquents au niveau de la formation, de la recherche et du développement, ce qui va permettre vraiment de relancer l'économie à long terme. Et là, on va être complètement bloqué avec ce traité budgétaire européen. Et alors, je vais vous demander de répondre en 20 secondes. Ah mais justement, remettre nos comptes à l'équilibre ne signifie pas qu'il faut sabrer dans les dépenses publiques. On peut trouver de nouvelles recettes. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement a fait sous cette législature. Et en dégageant de nouvelles recettes, par exemple, fiscalité plus juste sur les revenus tirés de la spéculation, on peut dégager des marges budgétaires qui permettront aussi de réduire l'endettement public, qui permettront donc de réduire les charges d'intérêt et de redégager au total des marges qu'on pourra réinvestir dans des politiques de soutien à l'économie, la formation, comme vous le dites par exemple. Est-ce que la piste fiscale suggérée par Ahmed Laouedj a l'assentiment de Boris Diliès ? Pas exactement, pas exactement. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que je suis plutôt partisan de ce que Charles Michel vient de proposer en matière de réforme fiscale et qui vise notamment à faire en sorte que la pression fiscale sur les bas et moyens revenus soit moins forte. Donc on ne vous mettra pas d'accord là-dessus, vous allez continuer à vous échanger des petits encarts bleus et rouges par réseaux sociaux interposés peut-être. Non, mais justement le projet de réforme fiscale développé par le MR, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est une réforme fiscale qu'on évalue à 20 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce que c'est 2/3 du budget des soins de santé. Donc autrement dit, c'est nous amener demain justement à vider les caisses de l'État, à creuser les déficits et pour pouvoir rattraper le coup, de demander aux gens de payer davantage pour les écoles, les soins de santé, voire même de menacer les pensions. Allez, une réplique de, il faut surtout pas faire ça. 15 secondes. Je vais quand même rapidement répliquer. Monsieur Laouedj, je suis suffisamment bien informé pour savoir que c'est pas tout à fait ce qui est prôné. En l'occurrence, c'est le fait, de manière très simple, de relever le fait qu'en Belgique, les impôts sont encore trop élevés, notamment sur les bas et sur les moyens revenus, et que si on fait en sorte de réduire cette pression fiscale, comme ça a toujours été le cas chaque fois que ce genre de politique a été mené, la réalité, c'est que ça rend aussi des services aux citoyens, parce que ça fait en sorte aussi d'assurer des services de qualité, parce qu'on a tout intérêt à avoir plus de gens sur le marché du travail que de gens qui ne travaillent pas. Allez, moi je vais être tout à fait clair, c'est-à-dire que nous sommes favorables à une réduction de la fiscalité sur les revenus du travail, mais ciblée sur les gens qui en ont le plus besoin, les bas et moyens revenus. Allez. Dans la réforme fiscale qui est proposée par le MR, on s'apprête à faire un chèque de 8 000 euros. Je vais vous renvoyer au Parlement fédéral. Je vais terminer en disant que le MR est le seul à avoir fait une proposition concrète et est prêt à le déposer devant le bureau du plan, et à ce moment-là on verra l'ensemble des propositions. Alors je vous propose. Allez, je vous propose. C'est un beau débat, bon, on vous réinvitera, rassurez-vous. Il y a une campagne électorale devant nous. Je sens bien qu'on va en reparler. Et je vous propose de parler d'un autre fait de l'actualité de la semaine. C'est le passage de Damien Thierry d'un parti à l'autre. C'était annoncé vendredi matin. Et Marc de Bondt et Paul Peters y étaient. Le fer de lance des francophones de la périphérie rejoint donc le MR avec un discours virulent envers un FDF incapable d'évoluer et de se réformer, quitte à s'enfermer dans une opposition anti-flamande, d'après Damien Thierry. Ma position est de dire que je ne me retrouvais plus dans les valeurs fondamentales du FDF et surtout dans la communication beaucoup trop virulente du parti à l'égard des néerlandophones, dont personnellement je respecte énormément la manière de fonctionner et la culture. Toute sortie virulente de la part du président du FDF à l'égard des néerlandophones ne fait que me poser des problèmes dans mon fonctionnement au quotidien, tout simplement parce que moi, personnellement, je vis avec les néerlandophones, je les respecte et j'ai cette envie de montrer que au-delà de certains clivages communautaires, il y a moyen de travailler ensemble. Ce transfert, c'est du pain béni pour la liste de Didier Reynders qui entend faire campagne pour la Chambre à Bruxelles et en périphérie. Moi, je me présente pour mener la liste du MR à la Chambre dans les 25 communes. Il faut toujours rappeler que la réforme de l'État a permis d'une certaine façon d'ancrer les 6 communes de la périphérie dans cette grande région bruxelloise qui dépasse, on le sait, pour beaucoup d'aspects, les 19 communes. Surtout, Damien Thierry, en nous rejoignant, a la conviction qu'avec le MR, il est dans un mouvement politique qui assume des responsabilités, qui est capable de dialoguer et puis de prendre des décisions pour aller vers des solutions. Damien Thierry devrait se retrouver en fin de liste à une place de combat. Pour être élu, il devra donc faire son siège tout seul. Et si ce n'est pas le cas, il a déjà annoncé qu'il retournerait travailler chez son employeur privé.
Alors c'est au moins le transfert de la semaine, Philippe Carlo. En tout cas, en termes de voix de préférence, Damien Thierry, c'est un vrai poids lourd. C'était 17 000 voix plus ou moins en 2010. Le deuxième score de la liste MR derrière Olivier Minguin, et c'est 63 000 voix, plus que tous les libéraux qui figuraient sur la liste. Alors c'est effectivement un gros transfert, et Charles Michel, d'ailleurs, ne faisait aucun effort pour masquer sa joie. Qu'est-ce que vous lui avez offert ? Alors, moi, à titre personnel, qu'est-ce que le MR lui a offert ? Mais non, écoutez, comme Damien Thierry l'a dit lui-même, c'est lui qui a demandé à rejoindre le MR, et donc, en l'occurrence, il nous a proposé, il est venu proposer ses services, si je puis dire. Donc, il n'y avait pas de raison en tant que telle. Dès lors qu'il était en harmonie avec nos positions, notamment d'un point de vue communautaire et évidemment d'un point de vue social et économique. Alors ça, c'est autre chose. Sur l'aspect social et économique, là, je crois qu'il n'y a pas photo. Donc dans ce cas-là, il n'y avait pas de raison, évidemment, que Charles Michel lui ferme la porte. Et donc, il y a eu discussion avec le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Karim Fadoul. Oui, ce qu'on a du mal à comprendre par rapport à Damien Thierry, c'est qu'il a quand même été le fer de lance, on le dit d'ailleurs dans le reportage, fer de lance du combat FDF en périphérie. Il aurait pu, à l'époque des élections communales, envoyer des convocations en néerlandais. Il ne l'a pas fait, c'est-à-dire s'il croyait dans son combat. Et là, il vous rejoint, alors qu'on sait très bien que sur une série de questions, notamment liées à la périphérie, à la défense des francophones, vous n'êtes plus du tout avec le FDF sur la même longueur d'onde. Donc, je reprends la question de Philippe Carlo, c'est que lui avez-vous promis ? Alors, encore une fois, je veux dire, actuellement, ce qui semble très clair, c'est qu'il poussera la liste à la Chambre menée par Didier Reynders. Damien Thierry, manifestement, mais bon, c'est aussi lui qu'il faudra interroger. Moi, je ne suis pas son porte-parole, mais très clairement, je suis vice-président du MR bruxellois. Mais donc, très clairement, ici, Damien Thierry a réalisé, je pense que ça c'est une très bonne chose, mais que finalement, dans le cadre de la défense des francophones, eh bien, le combat était aussi évidemment du côté du mouvement réformateur, mais que le mouvement réformateur n'est lui pas axé uniquement sur une querelle stérile et pas sur il ne se retrouvait plus dans un parti dont le fonds de commerce est exclusivement d'être dans les batailles communautaires. Mais c'était aussi son fonds de commerce à lui. Alors, il y a 2 mois, il était l'invité ici sur ce plateau et il a répété. Absolument, mais il a dit lui-même. Il a une position très ferme et très dure à l'endroit de la NVA, par exemple. Il a dit lui-même sur les plateaux de télé, manifestement, il n'était plus en accord avec cela. Il a parfaitement le droit de changer d'avis, il a parfaitement le droit de vouloir évoluer. Il faut aussi relever qu'il prend un risque de toute manière, parce qu'il est dernier à la Chambre, rien n'est gagné. Donc c'est quand même un risque qu'il prend aussi, parce qu'il a eu le droit de changer d'avis, de considérer effectivement que la défense des francophones était chez les libéraux. Tête de liste à la Chambre au FDF. Comme cela a été à un moment donné. J'ai une petite question pour M. Diliès. Moi, depuis 2 ans, j'entends les libéraux bruxellois être soulagés du divorce avec le FDF parce qu'ils prenaient entre autres des places sur une liste avec des places limitées. Et là, tout d'un coup, on voit arriver de nouveau un FDF un ex-FDF sur une liste libérale. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils prennent la place finalement de la nouvelle génération des libéraux de la périphérie ? Alors, il y a 2 questions. Le mouvement réformateur, c'est un grand parti. Donc, il a vocation à accueillir des personnalités différentes. La réalité, vous avez évoqué le divorce avec le FDF. Bien, ce divorce a eu lieu parce que le mouvement réformateur est un pays qui privilégie d'abord l'intérêt du pays et qui a souhaité participer à cette 6e réforme de l'État et qui a montré qu'il était nécessaire de faire des compromis. Sous votre liste, il va y avoir un embouteillage. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'il est évident qu'au niveau de la constitution de la liste à la Chambre, il faudra bien entendu aussi tenir compte des libéraux en périphérie qui se battent depuis longtemps. Et je pense notamment à Sophie Wilmès, qui est présidente des libéraux de la périphérie. Oui, certainement. Ahmed Laouej, il y a vote de la 6e réforme de l'État cette semaine au Parlement. Ça arrive à peu près au même moment. Je ne sais pas exactement ce que Damien Thierry a voté sur les textes. On va peut-être aller vérifier. Mais ça vous fait sourire ce passage de Damien Thierry d'un parti à l'autre ou pas ? Oui, c'est un peu le micmac entre le MR et le FDF. Donc les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Enfin, tout ça nous éloigne des priorités. C'est l'inverse en l'occurrence. Tout ça nous éloigne. Tout ça. Oui, les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais donc, ce que je crois, c'est que tout ça nous éloigne des préoccupations des gens. Et il me semble que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de voir comment on peut faire en sorte que les gens qui ont des fins de mois difficiles puissent s'en sortir,
comment on peut relever les grands défis de la politique de l'emploi à Bruxelles, la relance de l'économie, la formation, vous en parliez. Donc je crois que tout ceci, finalement, ce sont des problèmes de boutique à l'intérieur de certaines formations politiques à Bruxelles. Il y aura donc visiblement un match dans le match. Mais nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir quand même une adhésion par rapport aux valeurs que l'on défend. Ici, on a l'impression que c'est davantage la lutte des places qu'autre chose. Alors, une dernière question de Candice Vanet. Oui, c'est simplement pas trop vite. On a en effet l'impression qu'il devait quand même s'agir d'un petit problème, excusez-moi l'expression, mais de popote interne, vu que pourquoi est-ce que donc Damien Thierry n'a pas rejoint l'EMR en novembre, il disait qu'il allait peut-être décrocher de la politique. Oui, il y a 2 ans, parce que voilà ce qu'il revendique, c'est que le FDF est beaucoup trop virulent à l'encontre des Flamands, que voilà, ce n'est pas la meilleure chose. Il a découvert en 2013. Oui. Mais donc, du coup, bon, je veux dire, cette virulence à l'égard des Flamands, elle n'est pas neuve, ça aurait pu se faire bien avant. Et quand on voit la réaction maintenant d'Olivier Minguin, qui parle d'écœurement dans le chef des électeurs par rapport à la démarche de Damien Thierry, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Peut-être que vous en savez un peu plus. D'un désaccord qui date depuis plus longtemps au sein du... Entre Damien Thierry et Olivier Minguin. Et aussi rappeler que Damien Thierry ne pouvait être que 3e, puisque Olivier Minguin est tête de liste, et que les sondages ne garantissent pas, loin de là, 3 sièges au FDF, ce serait même plutôt qu'un seul. Donc il y a été sûrement en difficulté pour être élu à la Chambre sur une liste FDF. Pour terminer là-dessus, moi je me réjouis de voir effectivement que Damien Thierry, qui est un personnage populaire, ait pris le temps de la réflexion et fasse le choix de rejoindre un parti qui précisément souhaite s'atteler aux problèmes de la vie quotidienne des gens et notamment par la réforme fiscale dont on parlait tout à l'heure. Alors, je vous propose de parler de Bruxelles maintenant et du premier conseil communal présidé par Yvan Mayer, conseil communal important puisqu'on y a voté le budget de la ville. Marc de Bont, Anaïs Letiec, c'était lundi soir. Le cap reste identique, même si le capitaine a changé. Dans sa déclaration, le nouveau Mayer a mis les choses au point rapidement. Pas question de tout révolutionner. L'équipe reste la même. Seul le chef change. Les projets nombreux devront améliorer la vie des Bruxellois. Par la transformation intégrale des boulevards du centre, cette indigne autoroute urbaine, en un chapelet de véritables places publiques, de De Broeckère en passant par Anspach jusqu'à la Bourse, de Fontenas à Anne-Essens et à la place Roupe. Là, mais aussi au Sablon et aux places stratégiques de notre ville, il faudra oser le beau. Parer Bruxelles des atours auxquels elle a droit, cela doit donner de la fierté aux habitants de notre ville et donner de l'envie aux visiteurs du monde entier. Dans les rangs de l'opposition, on stigmatise le temps perdu et l'absence de solutions concrètes. Je crois que nous sommes 1 an après les élections. Le budget 2014 fait encore la part belle aux différentes études, aux différents projets. Je crois qu'une législature, c'est court. Les défis bruxellois sont complexes, nécessitent de prendre tous les moyens, tout le temps, toute l'énergie qu'on possède pour les relever. Je constate que cette majorité a déjà perdu 1 an. Nous attendons plus de projets, des plans, des études, mais des réalisations et des projets concrets. Ils viennent en janvier-février, matière par matière, avec la manière pluriannuelle avec laquelle il va relever les vrais défis de cette ville, que ce soit en matière des places, de crèches, d'écoles, sur tout l'enjeu de la relance socio-économique, en matière d'emploi, un contrat d'avenir pour les jeunes, en matière de nouvelle gouvernance. La séance d'hier fut aussi l'occasion pour Pascal Peretta de remplacer Freddy Tillmans au conseil communal, avant de défendre devant celui-ci le budget du CPS en tant que nouvelle présidente. Alors, oser le beau, est-ce que Bruxelles a déjà changé, Nicolas Nézy? Oh non, pas encore, hein. Mais ça, on sent que c'est aussi l'annonce de l'arrivée du nouvel acteur, du nouveau bourgmestre qui sera là. Moi, j'ai quand même l'impression, si ça va aller vite, de se dire... Finalement, est-ce que l'électeur n'a pas été eu sur cette histoire de passage de pouvoir entre Tillmans et Mayer? Il faudra beaucoup plus, à mon avis, pour redonner confiance quand même, je crois, à certains électeurs. D'ailleurs, je pose la question peut-être à nos invités dont les partis sont dans la majorité bruxelloise. Est-ce qu'il y aura vraiment un travail de reconquête peut-être de la confiance? Parce que l'électeur a été un peu eu peut-être sur cette histoire de bourgmestre bruxellois. Ah, mais le travail est au cœur de l'action politique et ça tombe bien, Yvan Mayer est un bosseur. Alors on peut entendre ceci ou cela
S'agissant de sa personnalité, on a tous une personnalité, elle est plus ou moins ronde, plus ou moins carrée, mais c'est un bosseur. Et je pense que par l'énergie qu'il va pouvoir consacrer à la ville de Bruxelles, il va, me semble-t-il, pouvoir, avec les partenaires de la majorité, mener à bien tous les objectifs qu'il s'assigne. Alors, il y a encore du temps avant la fin de la mandature communale. Je crois qu'il y a des grands projets qui concernent la ville de Bruxelles, il y a des grands enjeux. Et dans ce qu'il dit, il y a des choses, moi, qui me plaisent particulièrement, parce que, de fait, la ville de Bruxelles est au cœur de la région, nous y passons tous au moins une fois par jour, et de fait, de pouvoir la rendre aux habitants, de pouvoir multiplier les espaces verts, les espaces de convivialité, s'appuyer sur le tissu économique, et d'avoir le tissu un Times Square à De Broeckere. Et de faire de De Broeckere ce qu'elle a pu être sans doute par le passé, quand on voit ces belles images de De Broeckere à l'époque où elle n'était pas engorgée par la circulation et où elle appartenait aux habitants. Pourquoi ne pas être ambitieux pour la ville de Bruxelles et pour la région bruxelloise? Ayons de l'ambition pour Bruxelles. Il va prouver sa légitimité sur ce projet-là, alors? Mais c'est-à-dire que la légitimité du travail politique, elle se mesure à l'aune des résultats. Et je crois que c'est un homme de résultats, c'est quelqu'un qui se fixe des objectifs et qui essaye d'y parvenir. Et donc je crois qu'avec Yvan Mayer, on va avoir un bourgmestre qui va être entouré de toute une série de gens de qualité. Je parle des socialistes, je parle des autres partenaires de la majorité, qui se sont entendus sur un accord de majorité communale ambitieux. Ensuite de quoi, il faut bosser, il faut travailler. C'est ce qu'en effet les électeurs et les habitants de Bruxelles attendent d'eux. C'est ce que de manière générale les électeurs attendent de nous. Est-ce que Boris Iliès... après, pas avant, comme la légitimité électorale doit venir avant pour pouvoir porter des projets pareils. Mais la légitimité électorale, elle se mesure à l'aune des élections. Mais pour moi, je vais vous dire une chose, la légitimité, elle existe à partir du moment où on est élu. Et quand bien même on n'est pas élu, moi je ne considérerai jamais quelqu'un qui s'est soumis au suffrage universel, qui a été sur les listes. Et aller sur les listes, c'est quelque chose, il ne faut pas imaginer quelle est la confrontation électorale, convaincre les gens, c'est quelque chose de facile. Est-ce que Boris Iliès est aussi enthousiaste ? On a toujours une légitimité démocratique. Est-ce que Boris Iliès est aussi enthousiaste pour Yvan Mayer aux élections? Alors, deux choses. Je crois que, alors je vous rejoins un petit peu, c'est vrai que c'est dommage que le Parti Socialiste n'ait pas annoncé la couleur d'emblée. Bon, ça fait partie un petit peu de la popote interne du Parti Socialiste et de Mme Onkelings au niveau du PS bruxellois. Je crois que ça aurait été plus clair vis-à-vis des électeurs de le dire d'emblée. Mais bon, passons, j'ai envie de dire. Alors ensuite, ce qui est important, c'est précisément, comme M. Lawesh le disait tout à l'heure, c'est la vie quotidienne des gens. Par rapport à cela, moi je me réjouis de voir qu'il y a des projets, que M. Mayer a des projets qui sont portés par la majorité en place avec le MR à la tête de la ville de Bruxelles. Donc ça me semble très positif, je ressens beaucoup de dynamisme. Et donc moi je lui souhaite évidemment le meilleur pour notre ville qui a besoin de projets. Alors, conséquence de l'accession d'Yvan Mayer au poste de bourgmestre, c'est la désignation de Pascal Perretta à la présidence du CPAS. Pascal Perretta qui a quitté son logement de fonction, l'a annoncé en milieu de semaine sur Télé Bruxelles et qui est également revenu un petit peu sur les polémiques qui ont entouré sa personne ces derniers mois. On l'écoute. Effectuer pratiquement un double temps plein au niveau du SAMU social, en jour, en soirée, en nuit. Depuis 14 ans, je n'ai jamais gagné ce que je gagne aujourd'hui pendant les 14 ans. Mais c'est vrai qu'au bout de 14 ans, on m'a reconnu... 192 000 € par an. 4 500 € par mois, disons les choses comme ça, quand on lit cet hiver. Vous comprenez que quand on est, parce que maintenant vous allez être en politique, quand on gère des deniers publics, on doit la transparence totale et que c'est normal que la presse ou des adversaires politiques aillent voir ce qui se passe. Oui, une chose à aller voir ce qui se passe et le faire avec respect, je n'ai aucun souci. Je pense que j'ai été en toute légalité directrice du SAMU social et le salaire m'a été octroyé dans le cadre d'une décision de conseil d'administration, donc je ne suis pas porteuse de mon salaire toute seule ou décisionnaire. Donc voilà, je n'ai pas à en rougir, je n'ai pas à en souffrir non plus. Alors, les attaques, si elles sont pour des logiques de transparence, mais il n'y avait pas de problème de non-transparence. Donc, elle ne s'avérait pas naturellement là. Puis je dirais qu'après, je pense qu'il y a eu effectivement des attaques un peu en dessous de la ceinture, et ça, c'est peut-être pas très digne. Karim Fadoul, convaincante ou pas, Pascal Perretta? Je sais pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle gagnera un petit peu moins à la tête du CPS de la ville de Bruxelles, mais elle aura droit à une voiture de fonction et à un chauffeur, ce qu'elle n'avait pas quand elle était directrice du SAMU social. Ce qui est intéressant aussi dans ce qu'elle déclare, à savoir qu'elle a déménagé, c'est qu'il y a une forme d'aveu, puisqu'elle déménage assez tôt, une semaine, au même moment quasiment que sa prise de fonction, où elle est élue, oui. Alors qu'on lui donnait beaucoup plus de temps pour trouver un logement dans le privé. Et qu'elle a reconnu dans l'interview que c'était peut-être pas très éthique. Voilà. Elle l'a dit elle-même. Donc c'est qu'il y a une forme d'aveu.
tout autant de s'en rendre compte. Ce qui signifie qu'elle démarre son poste de président du CPS avec quand même une autorité affaiblie. Elle va devoir travailler sur une nouvelle forme de légitimité. C'est peut-être pas la meilleure façon de commencer son travail. Mais 2018, c'est loin quand même. Donc, ouais. Justement, à quoi on doit s'attendre avec Pascal Perretta à la tête du CPS? Est-ce que la politique d'Yvan Mayer va être remise en cause ou va y avoir des virages? Ou est-ce qu'on est dans la continuation absolue, Philippe Carlo? On sera d'autant plus dans la continuité absolue que la présidente étant faible et affaiblie par ses casseroles, c'est le président antérieur qui va continuer à tout contrôler, comme il le fait aux hôpitaux Iris. Ouais. Un commentaire peut-être de Boris Diliès et de Ahmed Laouej. Pascal Perretta, elle a votre confiance ou pas? Alors, d'abord, moi, je ne connais pas personnellement Mme Perretta. Et, vous devez regarder un petit peu la télé, lire un petit peu les journaux. À mon avis, c'est un nom que vous ne découvrez pas aujourd'hui. Non, mais pour être plus sérieux, je ne peux pas me prononcer sur l'ampleur du travail qu'effectuait Mme Perretta à la tête du SAMU social. Donc, je l'entends dire qu'elle faisait 2 plein temps. Bon, je ne sais pas comment on arrive à faire 2 plein temps, mais donc je ne juge pas effectivement de la c'est un peu différent, hein, mais donc je ne discute pas du volume de son travail. Oui, et très travailleur, vous faites bien de le souligner. Mais donc je ne peux pas effectivement juger de la qualité, du volume de son travail. Donc je ne vais pas jeter ici d'invectives supplémentaires, je noterai simplement que c'est vrai que dans le cadre de la réforme fiscale que propose Charles Michel, vu les montants que gagnait Mme Perretta, elle ne serait pas directement la première concernée. Ça, c'est vrai. Ahmed Laouej. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que, quelle que soit la hauteur de votre salaire, vous recevez un chèque avec la réforme du MR, même quand vous avez un gros salaire. Donc, je crois qu'il y a une chose que j'ai observée durant toute la polémique qui a duré quand même assez longtemps et qui, à un certain moment, s'apparentait à une chasse à courre. C'est qu'à aucun moment ses compétences n'ont été remises en cause et son travail n'a été remis en cause au niveau du SAMU social, sauf si quelque chose m'a échappé. Et donc je crois qu'il faut pouvoir dire que dans ce dossier, on doit pouvoir faire confiance à Mme Perretta pour mener à bien la gestion du CPS de Bruxelles. D'autant plus qu'elle va pouvoir s'appuyer sur des services administratifs assez solides et qu'on a un CPS à Bruxelles qui connaît un certain nombre de difficultés en raison des besoins qu'on lui impose, mais qu'en même temps, elle a toutes les cartes en main pour réussir le challenge. Alors, je vous propose de reparler de Brigitte Grauwels et des taximens. On croyait que les choses s'étaient un petit peu améliorées. Patatras, les taxis ont envoyé un courrier à leur ministre et le courrier n'était pas vraiment aimable. Reportage d'Arnaud de Spiegelard et Béatrice Broutou. Les taximens n'ont pas apprécié les propos tenus par la ministre Grauwels sur le plateau de l'interview mercredi. Hier soir, plusieurs associations lui ont adressé une lettre explicite quant à leur ressenti. C'est avec intérêt et consternation que nous avons suivi votre récente intervention sur Télé Bruxelles. Comme à l'accoutumée, vous continuez à virevolter et à stigmatiser notre secteur. Elle dit des choses en fait qui ne sont pas cohérentes par rapport à nos revendications et par rapport à la réalité qui se passe au comité consultatif. À l'origine de cette nouvelle colère, cette réponse concernant la représentativité des taxis à l'origine de la grosse manifestation du 26 novembre dernier. C'est vrai qu'il y a eu des actions que je déplore, organisées par certaines associations. Taxi United notamment. Il n'était pas du tout représentatif pour le total du secteur. Non, c'est pas vrai, hein, c'est tout à fait faux. Hein. Nous ne sommes pas minoritaires, nous sommes majoritaires au comité consultatif. Il y a que 500 exploitants qui sont représentés d'après elle, hein, donc d'après ses dires à elle, au comité consultatif, lorsqu'il y a eu la réforme du comité consultatif. Elle a dit qu'il y a 500 qui sont représentés. Sur nos 3 associations qui sont sorties dans la rue le 26 novembre, ils sont quand même 360 exploitants. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a 140 qui ont négocié le taximètre. Donc c'est divisé pour mieux régner. Les taximens préviennent, si la ministre ne respecte pas ses engagements, début 2014 pourrait être brûlant. Alors, les fautes d'orthographe tirées du document original. Hein. Nicolas Nézy. Moi, ce que je trouve formidable dans cette affaire, c'est quand même... ils parlent de représentativité, ils n'arrivent pas à la régler eux-mêmes. Et dans cette lettre-là, c'est quand même un peu bizarre de demander à la ministre d'organiser des élections elle-même pour la représentativité du secteur des taxis, qui a je ne sais combien d'organisations, 6. Oui, donc il y a à peu près 1 millier de taxis à Bruxelles. Il y a combien d'organisations alors, Karim Fayoul? Si je peux les citer, peut-être c'est amusant pour certains, enfin pour certains acronymes. Il y a ATB, UPE, TTC, Taxi United, BUT, Ingoboka et UPE-TB. Et on rajoutera à ça les syndicats où les chauffeurs salariés sont syndiqués. Si le secteur ne doit pas d'abord s'organiser lui-même avant de venir tirer la sonnette d'alarme. Philippe Carlo.
Oui, le problème de la représentativité que soulève Brigitte Groel est sans doute pertinent, mais est-ce que c'était bien malin d'aller faire cette déclaration le mercredi sur Télé Bruxelles alors c'est parce qu'elle est bien interrogée, Philippe. Alors que deux jours auparavant, le gouvernement organisait une table ronde avec les taxis dont on est sorti avec une grève annulée, donc ça veut dire que le climat était à l'apaisement, et 2 jours après, Brigitte Groel se remet de l'huile sur le feu. C'est pas très habile. Est-ce qu'il faut s'attendre à, effectivement, parce qu'il y avait la fin de la lettre est clairement menaçante, on indique, les chauffeurs de taxi indiquent que le début de l'année risque d'être agité. Est-ce que c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux, Marc de Bonne ? Il y a quelques semaines, sur ce plateau, on disait de Madame Groel que c'était la dame de fer sur ce dossier. J'ai pas l'impression que ça va la faire trembler, cette lettre. Peut-être qu'il y aura encore des manifestations qui vont bloquer Bruxelles, mais j'ai cru entendre que le bourgmestre de la ville de Bruxelles n'était plus nécessairement favorable à ce genre de manifestation. Donc je suis pas sûr que la pression va être sur les épaules de Madame Groel. Alors, est-ce qu'il y a moyen de réconcilier les taximens et Brigitte Groel ? Est-ce que vous avez une solution ou une suggestion ? C'est le moment ou jamais de la faire. Ahmed Laouej. Mais le dialogue, d'abord je voudrais dire que j'ai beaucoup de respect pour la profession de taximan. C'est une profession très difficile. Ils ont des horaires parfois, la nuit, et puis alors quand il y a des embouteillages qu'ils ne provoquent pas, ça peut créer un stress, au niveau du travail, et puis alors de temps en temps quand même des problèmes de sécurité. Donc profession vraiment éminemment respectable, mais en même temps je crois que là, pour ceux qui aujourd'hui mènent cette fronde, qui en effet ne concerne pas l'ensemble des taximans et l'ensemble des organisations qui défendent leurs intérêts. Et qui portent précisément, puisqu'on n'a pas rappelé le fond, qui porte sur l'imposition d'un taximètre digital dans les voitures. Voilà, surtout sur la prise en charge financière du taximètre. C'est sur ça le point le plus difficile à régler. Mais donc, je crois qu'ils font fausse route s'ils pensent que c'est par le bras de fer avec les autorités qu'ils vont pouvoir réussir à défendre au mieux leurs intérêts. Rien ne vaut le dialogue. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver le chemin des deux côtés pour essayer de pouvoir recréer cet espace de dialogue avec l'ensemble du secteur, pas uniquement ceux qui aujourd'hui ont décidé de manifester. Je crois qu'il y va vraiment de l'intérêt de tout le monde. Boris Diliès. Mais les taximens, c'est une profession assez essentielle dans une ville, certainement une ville comme la nôtre. Et donc ils font un travail difficile et essentiel. Maintenant, ce qui, moi, m'affole un petit peu, c'est que nous sommes quasi à 5 mois de la fin de la législature. On a un peu l'impression que Mme Groel découvre les problèmes liés aux taximens, où probablement il y a des solutions à apporter. Et notamment, il y a un des problèmes, c'est que nous avons les taxis parmi les plus chers d'Europe en région bruxelloise. Et ça, c'est aussi un souci. Donc, il y a aussi un problème sur le fait qu'on a l'impression que rien n'a été anticipé dans ce dossier. Donc, selon vous, les revendications des taximens sont valables ? Mais encore une fois, je crois qu'il faut les entendre, parce qu'ici, on voit que Mme Groel ferme la porte et ne veut rien entendre, et a l'air de dire que tout fonctionne très bien. Non, tout ne fonctionne pas très bien. Il y a eu des avancées. Alors peut-être que sur le dossier du taximètre, le débat n'est pas encore totalement tranché, mais cette semaine, il y a eu effectivement cette réunion, et on a pu écouter et répondre favorablement aux demandes des taximens. Il faut savoir que le grand problème que rencontrent les chauffeurs, c'est justement cette confrontation systématique et permanente avec les policiers. Donc les policiers les verbalisent, et ils ont le sentiment d'être harcelés en permanence par les policiers quand ils stationnent, etc. Et donc là, il y a des réponses qui ont été apportées. Par contre, sur le taximètre, là, le débat n'est pas encore tranché, il faut bien préciser. On a la chance d'avoir Rudy Vervoort qui justement fait du dialogue. Il y en a un qui vend sa réforme fiscale, l'autre qui vend son ministre-président, c'est un point partout. Non mais Rudy Vervoort qui fait justement de sa méthode politique, je dirais qui met au cœur de sa méthode politique le dialogue. Justement, il faut. Non, mais alors vous évoquiez la réunion qui a eu lieu cette semaine, où tout le monde s'est félicité du climat constructif qui a pu régner au cours des travaux. Et donc justement pour régler des problèmes de stationnement, pour régler des problèmes de verbalisation, pour régler toute une série d'autres difficultés que le secteur connaît. Et donc je crois que c'est comme ça qu'il faut pouvoir faire avancer les choses, par le dialogue. Et avec Rudy Vervoort, ils ont un interlocuteur. Alors on va parler de Facebook, si vous voulez bien maintenant, puisque cette grande firme internationale a retiré une page qui faisait débat à Bruxelles. Il s'agissait d'une page où on pouvait voir notamment des photos et des vidéos de bagarres entre jeunes bruxellois, reportage de Stéphanie Trieste et Béatrice Broutou. Une page Facebook qui invite à se fixer rendez-vous à Bruxelles pour se battre ou à poster des vidéos de bagarres en garantissant l'anonymat. Certaines vidéos témoignent d'une violence extrême, choquante, comme celle filmée dans la station Simonis. La violence, un thème auquel est confronté cet AMO pour aide en milieu ouvert. Ce coordinateur travaille sur l'utilisation des réseaux sociaux avec les jeunes, un travail sur le fil. Évidemment qu'on condamnerait ce type de site, mais l'idée n'est pas d'aller moraliser, puisque justement c'est le problème qu'ils ont.
quand on vient chez eux et qu'on vient moraliser les choses, ils se rendent compte qu'il y a une différence entre le discours que les adultes ont et la réalité qu'eux vivent. Et donc, rentrer dans cette morale plate, c'est aussi se couper des jeunes. Et donc, nous, en tant que travailleurs sociaux, on va dès lors se couper de ces jeunes-là et on n'aura plus de prise pour pouvoir travailler avec eux et pour les aider à s'en sortir. Une violence présente dans de nombreuses images, fictives ou non. Une frontière parfois floue pour certains jeunes. Pourtant, les infractions restent des infractions, qu'elles se déroulent en rue ou dans des villes virtuelles comme Facebook, qui a bloqué cet après-midi le mur après avoir été prévenu par la Computer Crime Unit. Il y a effectivement une infraction qui pourrait être l'appel à la violence. On peut clairement retenir que inciter les gens à filmer de la violence, c'est aussi entraîner à créer des situations de violence. Et puis il y a aussi les personnes qui sont représentées sur les vidéos et qui sont par exemple tabassées ou prises dans une bagarre, il y a clairement une atteinte à leur image. La police fédérale a lancé une enquête pour identifier certains auteurs avec l'aide de la police de Bruxelles-Ouest. Alors Facebook qui ferme une page, c'est relativement rare quand même. Candice Van Eyck. C'est relativement rare et heureusement en effet que Facebook soit intervenu et que cette page ait pu être signalée. Maintenant, voilà, c'est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt parce que des pages comme ça, ce n'est pas rare, notamment au niveau du harcèlement moral que subissent certains jeunes dans les écoles. Avant, voilà, à partir de 16 heures, les jeunes qui étaient harcelés étaient tranquilles. Maintenant, ça continue sur Facebook. On a déjà eu des cas de tous jeunes ados qui se suicidaient à la suite de ça. Et il faut un temps souvent très très long avant que ce type de page soit signalé, pour autant qu'elle le soit. Et donc, il faudrait peut-être commencer à s'interroger aussi comment gérer toutes ces questions liées à la violence à l'heure des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ne voit que la partie immergée de l'iceberg, hein. C'est un peu l'impression que j'ai. Donc, il y aurait peut-être un travail à faire à ce niveau-là au sein des écoles, avec les enseignants, les éducateurs, pour voir comment gérer ce problème lié aux réseaux sociaux. Alors, Philippe Carlo, autre commentaire sur cette décision de Facebook. Ici, donc, on est dans effectivement une manifestation de violence. Ça ne ressortit pas de la liberté d'expression, mais on reproche aussi aux réseaux sociaux, d'un côté, d'être excessivement pudibons en floutant ou retirant des images qui sont considérées comme érotiques ou pornographiques. On a parfois dit dans les commentaires que Facebook réagissait plus vite sur des problèmes de nudité que sur des problèmes de violence. Oui, ou en tout cas de nudité que de racisme, par exemple. Mais il faut savoir que ces sociétés de droit américains ont une législation sur la liberté d'expression qui est totalement différente de la nôtre. Chez nous, on ne peut pas inciter au racisme, l'antisémitisme, c'est un délit, et c'est très bien. Mais là-bas, non. Là-bas, vous pouvez dire que les Noirs, ceci, ou les Juifs, cela, ça relève du premier amendement de la liberté d'expression. Donc, effectivement, Facebook n'a pas les mêmes critères d'appréciation que nous. Alors, il y a deux débats. Il y a d'abord Facebook, mais il y a aussi la violence entre jeunes, puisque si ces images qui ont été diffusées sur une page existent, c'est parce que la violence en elle-même existe. Les commentaires d'Amel Lawège et de Boris Dilliez sur ce phénomène qui, semble-t-il, quand même touche pas mal de jeunes à Bruxelles. Hein. Je vous en prie. Merci. Mais on a supprimé la page sur Facebook, fort bien, mais de fait, on n'a pas supprimé la violence en tant que telle. Donc, il y a deux aspects. C'est certain que faire l'apologie de la violence, en l'occurrence, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, n'est jamais bon, mais ça veut dire que le problème, lui, demeure. Et là, la solution, elle passe notamment par l'éducation, elle passe en effet par la prévention, par l'enseignement, et aussi, dans certains cas, par la répression. Parce que dans ces images, il y a aussi toute une série d'images d'agression. C'est pas toujours certainement pas bon enfant, mais ce sont aussi de véritables agressions. Donc ça relève aussi qu'il y a un vrai problème de sécurité aussi. Amel Lawège. Mais je suis assez d'accord avec ceux qui considèrent que les réseaux sociaux induisent une mutation de notre civilisation. Parce que ce qui est au cœur de la civilisation, c'est aussi les relations interpersonnelles, c'est aussi le langage, c'est aussi la circulation de l'information. Et donc on doit s'adapter, on doit en prendre la mesure. Donc ça veut dire que au niveau de l'instruction, de l'éducation, au niveau des écoles, on doit pouvoir aller vers une éducation à l'Internet plus importante qu'elle ne l'est déjà. Il y a des amorces, on ne part pas de rien, mais il faut la renforcer. Et puis à un moment donné, ça va être le boulot du législateur. Je crois que M. Carlo a entièrement raison. On a un déficit aujourd'hui de cadre légal. Est-ce qu'il est pertinent de le faire au niveau national ou au niveau européen? Je pense qu'il faut le faire au niveau le plus élevé qui soit, s'agissant de la souveraineté politique. Mais en même temps, il est tout à fait clair qu'on ne doit pas non plus considérer que les réseaux sociaux sont
plus une mauvaise chose en soi. Non, on doit l'encadrer, mais on doit éviter ce genre de débordement. J'ai été une fois confronté à un problème sur Facebook, et je voyais effectivement des choses tout à fait inouïes. J'ai essayé de réagir pour demander qu'on enlève certains commentaires. Donc il faut signaler auprès de la société américaine avec des formulaires, c'est très compliqué. Voilà, ça concernait Leila Chaïd, il y a vraiment des propos tout à fait injurieux, insultants. Il n'y a jamais eu de réaction, pas la moindre réaction. Donc ça donne raison à l'analyse de M. Carlo, mais c'est tout à fait inadmissible. J'en profite pour dire aussi que sur les sites internet parfois des journaux, il y a aussi parfois un certain nombre de débordements, il y a des réactions, mais c'est surtout la rapidité qui pose problème. Donc je trouve que ce soit la DH, Sud Presse ou d'autres quotidiens, il y a de la vigilance, ce qui est parfois un peu dommage, je me permets de le dire, c'est l'occasion, parce qu'ils réagissent évidemment, c'est la rapidité, mais en même temps parfois il y a des choses qu'on peut lire et qui sont tout à fait immondes. Hein. Alors je vous propose de jeter un œil, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce débat. Non mais par rapport à ce débat-là, sur effectivement le contrôle des commentaires sur les sites internet d'information, il faut savoir que très souvent, certains articles attirent énormément de commentaires et il faudrait bien plus qu'un seul administrateur pour pouvoir gérer tout ça. Mais dès que c'est signalé, on peut couper soit le commentaire, soit toute la partie accessible aux commentaires. Moi, je voulais juste revenir par rapport à la question donc, de la lutte contre la violence au sein des écoles et surtout à l'heure des réseaux sociaux. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que ça ressort un peu de l'initiative personnelle de professeurs qui prennent conscience du problème. Et qu'on manque d'un plan en Fédération Wallonie-Bruxelles là-dessus. Exactement. On se plaint beaucoup chaque fois qu'il y a un épisode qui révèle ce problème, mais il n'y a toujours rien qui est fait pour lutter. Alors, c'est un phénomène qui est quelque part relativement récent et qu'actuellement, les enseignants ne sont pas encore tous formés par rapport à cela. Alors, je voudrais que vous jetiez rapidement un œil à quelques images tournées en fin de semaine. C'est le départ des Afghans de l'église du Béguinage qui vont rejoindre Mons. Philippe Carlo, des images très symboliques qui rappellent le film La Marche de Nabil Bagnadir, hein, que je n'ai pas encore vu, malheureusement. Vous n'avez pas encore vu. Qui a vu le film? Alors, Nicolas Nézy. Ben oui, un film très important qui n'a pas eu le succès mérité encore jusqu'à présent, même en France, où il était très porteur. Vont à Mons. Oui. Ils vont à Mons pour conscientiser, et c'est peut-être pas plus mal de sortir de la capitale, parce que c'est vrai que peut-être que les Bruxellois... Non, mais les Bruxellois sont peut-être conscientisés, mais c'est peut-être intéressant de... le but, c'est surtout de rencontrer les ministres. Hein. Oui, mais en marchant, on découvre du monde. Karim Fadoul. Mais donc je peux confirmer ce qu'avançait Boris Iliès en début d'émission, c'est qu'effectivement, il y a bien 2 manifestations en moyenne par jour à Bruxelles. Ce vendredi, il y a eu 7 marches et il y a eu la manifestation devant le Parlement bruxellois. Alors, je voudrais que vous emmenez à l'ancienne Belgique, si vous le voulez bien, maintenant rapidement, et voir le premier concert de Stromae depuis qu'il est devenu une star interplanétaire. Arnaud de Spiegelard et Nicolas Kennard étaient dans la salle. Ta mère veut te la faire aussi, bruxellois. Le juge voudrait te faire bruxelloise. Tout le monde te fera aussi. En choisissant Ta fête en intro, Stromae jette les bases d'un concert archi sold out depuis des mois. Il faut dire que tous les Bruxellois étaient tout simplement impatients de faire sa fête à l'homme aux millions d'albums vendus. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez? Qu'il fasse le show, qu'il soit vraiment motivé, qu'il mette l'ambiance. Ni l'un ni l'autre, le bâtard tu es. Tu l'étais, tu le restes là. Ni l'un ni l'autre, j'étais. Mise en scène soignée jusque dans les moindres détails, Stromae balance son album Racine Carrée avec minutie, détermination, force. Et il touche. C'était génial, c'était génial. Et toi? Ouais. Qu'est-ce que t'as aimé? Papa Baouté. Il a touché tout le public, les plus petits de 6 ans et les plus grands, donc génial. La foule était quand même un peu plus mollassonne que d'habitude, donc c'est décevant, mais ça reste génial. Stromae est génial et il met toujours aussi bien en scène son concert, donc voilà, c'était super. Si sur le set, je dois vous demander la chanson qui vous reste là, maintenant, c'est laquelle, à laquelle vous pensez immédiatement? Papa Outé. Vous êtes papa? Oui. Et je me suis dit que c'était la même, parce qu'il fallait me faire une idée. On m'a traité de pessimiste avec des mots à me suicider. Avec cet album et ses textes de plus en plus forts, Stromae a réussi le pari d'élargir son public. Au final, un concert qui a sans doute perdu en dynamisme au profit d'une plus grande intensité émotive. 20 ans, mais j'espère avant de crever. Peace of violence, qu'est-ce que j'en sais moi? Peace of violence, qu'est-ce que j'en sais moi? Alors Ahmed Laouej, Boris Iliès, overdose de Stromae ou pas encore? Non. Non.
Non, pour moi pas du tout. Et puis j'ai encore en mémoire, je trouvais que c'était très bien lors de la fête de la communauté française qu'il a rappelé qu'on parlait aussi le néerlandais à Bruxelles. C'est pas très FDF, ça, il faudrait vous le dire. Mais je ne suis pas du tout FDF, ça ne vous aura pas échappé. Ouais. Et surtout, juste terminer là-dessus, je crois que ce qui est bien, c'est que c'est aussi un modèle pour beaucoup de jeunes, mais ce qui est très bien, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de talent. Ouais. Ahmed Lawedge. On a les réalités économiques, on a les réalités sociales, on a aussi besoin de bonne humeur, et donc je crois qu'une réussite comme celle-là est exemplative. Et on me dit que ça ne lui monte pas la tête, donc on ne peut que s'en réjouir. On va écouter un tout petit extrait du concert sélectionné aussi par Marc de Bunt, avec une petite phrase en particulier. Mais t'es tout Tutsi, flamand ou wallon. T'es flamand ou wallon, Bruxelles, t'es flamand ou wallon. Mais flamand ou wallon, ni l'un ni l'autre, bâtard tu es. Alors pourquoi cet extrait-là, Marc de Bunt? Parce que j'ai l'impression que Stromae écrit et dit avec ses mots une réalité. On dit des Bruxellois qu'ils sont zineke, lui il dit bâtard, pourquoi pas. Alors la revue des unes, et on va commencer par Karim Fadoul qui va nous reparler de Jean-Louis Denis. Exactement, c'est l'interview de Michael, un ami de Jean-Louis Denis. Alors ce dossier est évidemment compliqué et touchy, mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir l'autre version, puisqu'on a eu la version, je dirais, policière et judiciaire. C'est intéressant de voir un peu ce qui s'est passé dans les coulisses, et Michael, un ami de Jean-Louis Denis, nous apporte quelques éléments assez intéressants. Alors, Candice Van Eyck, la une de Marianne, un petit appel au protectionnisme? Mais en fait, ça découle d'un constat. Chaque fois qu'on allume son JT, on voit des fermetures d'entreprises, des licenciements. On se sent tous un peu impuissants face à ça. Eh bien non, il y a moyen quand même de lutter contre ça en achetant belge. C'est pas toujours évident, comme vous pourrez le lire dans ce dossier, mais il y a des pistes. Alors, les Inrecuptibles, le best-of de l'année 2013, c'est le choix de Philippe Carlo. Oui, c'est le traditionnel numéro de fin d'année pour ceux qui auraient raté l'essentiel en cours d'année. On y apprend notamment que Stromae et Daft Punk, à eux deux, ont permis à l'industrie phonographique française d'être pour la première fois en hausse depuis très longtemps. Alors, et on va terminer avec un site internet et une émission de radio. C'est l'émission de radio de Nicolas Nézy. Oui, La Conspiration des Planches sur Radio Campus, magazine critique des arts de la scène, sur www.radiocampus.be. Vous pouvez retrouver les podcasts. De théâtre essentiellement dans cette émission. Voilà, merci à tous d'avoir participé. Donnez-le quand même le jour où c'est diffusé. C'est à quelle heure? C'est le mercredi à 19h et le jeudi à 13h30. Voilà, on se retrouvera la prochaine fois en 2014. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Petit changement de grille en 2014. Les experts, ce sera toujours le samedi à la même heure. Mais après les experts, vous aurez une petite nouvelle émission que je vous conseille de regarder quand vous reviendrez nous voir en janvier. Bon Noël à tous.